Nous sommes le 5 septembre 2017, quelque part au-dessus de l'Atlantique, à bord d'un chasseur d'ouragans. Cet avion de reconnaissance américain vole au cœur des phénomènes cycloniques pour mieux calculer leur trajectoire et leur force. Celui-ci est né 6 jours plus tôt au large des côtes de l'Afrique. Baptisé Irma, il s'est très vite renforcé jusqu'à devenir l'un des ouragans les plus puissants jamais enregistrés sur l'Atlantique. Sa trajectoire va l'amener vers les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, 2 territoires des Antilles françaises. Ça m'a fait penser à la maison des 3 petits cochons, où c'est un souffle et tout part. Allô? Oui, la gendarmerie, j'écoute. On a besoin d'aide maintenant. On peut envoyer personne, on ne peut envoyer personne. Il faut vous réfugier dans une pièce avec des matelas. La violence du vent, c'est ça. Tu es chez toi, tout est fermé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. C'était, je ne dis pas, c'était vraiment l'horreur. Ma sœur, qui a une maison à Quartier d'Orléans, part en vacances à ce moment-là. Et elle me dit, voilà les clés, si jamais tu ne le sens pas, ma maison est solide, elle est construite façon saint-martinoise, avec des gros murs, une grosse structure. Si jamais tu ne le sens pas dans ta maison à Colombier, va dans notre maison à Quartier d'Orléans, sur les hauteurs de Quartier, tu verras, on a déjà passé Gonzalo, on a passé d'autres cyclones dedans, elle est solide, ça tiendra. On a quitté le travail dès le lundi au tribunal, on a éteint les ordinateurs, on a bâché, on a pris les adresses de tout le monde et tout le monde est rentré chez soi dès le lundi pour un événement annoncé dans la nuit du mardi au mercredi. Mais à titre personnel, bien que sachant qu'un ouragan très fort arrivait directement sur nous, on n'a pas senti de forte appréhension. When I realized that the hurricane was going to hit St. Martin, I took it lightly. The reason for that is because over the past years, we've been hearing that we're going to be getting a hurricane, and the hurricane was either between Category 1 and Category 3, and we went through them. Mes enfants me demandent qu'est-ce que je voulais faire pour mon anniversaire et je leur dis que mon souhait le plus cher serait de les avoir tous à la maison parce que ça faisait un moment qu'on n'était pas ensemble. Donc, 48 heures avant, on annonce l'arrivée d'Irma. Donc, au lieu de préparer mon anniversaire, on faisait les préparatifs pour justement se sécuriser de l'arrivée de l'ouragan. Il est vrai qu'on n'a pas réalisé au départ. Connaissant Louis qu'on avait vécu 22 ans précédemment, on s'est dit, bon, ça passera. J'ai bien préparé mon bateau pendant 3 jours. Le seul truc qui m'a un peu perturbé, c'est que la police venait parce qu'ils ne voulaient pas que je reste à bord, qu'ils m'empêchaient un petit peu de bien amarrer mes trucs, mais ça a été. Mon but, c'est que j'ai déjà perdu mon premier bateau, OK? Alors je me suis dit, le deuxième, on passe à cette dame-là, où bon Dieu là, qu'a voyé ça, mais il faut qu'on ait le deuxième là. Alors j'étais là pour gagner. C'est très très compliqué de demander à quelqu'un de laisser son navire, puisque c'est quand même sa propriété, c'est son bien. Nous avons une procédure, mais très difficile à faire comprendre. Même si vous faites signer un document par un usager comme quoi qu'au moment le plus critique, on ne pourra pas intervenir parce que nous sommes en confinement et confinés, que faire? Que faire? On ne peut pas aller le sortir de son bateau. Moi, j'étais plus axée sur les infos des États-Unis que les infos de France. Parce que pour moi, ils sont, avec tout ce que j'ai déjà vécu, ils ne sont jamais sûrs. Mais avec celui de Miami, oui, ce qu'ils nous disent, c'est bien ça. Le mardi 5 septembre, on regarde une dernière fois la carte météo avec ma compagne et on se regarde et ma compagne qui a très très peur, a peur de mourir en fait, elle me le dit. Franchement, elle me dit, est-ce qu'on peut mourir? Je lui dis non, ça ne va pas aller jusqu'à là, on va se protéger, on va faire le nécessaire, mais on ne mourra pas, je te garantis. Force 5, c'était la première fois qu'on entendait parler de Force 5.
On avait tous à l'image Louis. Louis, à côté d'Emma, c'était rien. Quand on vous dit vous allez avoir quelque chose qui va être à minima la force de Louis, vous dites là, on a intérêt à se préparer parce que c'est pas un jeu. Et ça va pas être un jeu du tout. De toute façon, on est là, on ne peut pas prendre un billet d'avion pour rentrer. Là, on sera essayer de barrer tout ce qui peut être barré, renforcer ce qui peut être renforcé. Et c'est surtout les bateaux. Je suis pêcheur, on a des matériels dans l'eau, on a les bateaux. On ne sait pas quelle mer il va y avoir, donc on essaie de... Vous êtes inquiet? Ouais, on est très inquiet. Ouais. Malgré qu'on a connu Louis, là apparemment c'est peut-être même pire, donc on a hâte que ça soit fini. Ouais. J'ai eu Bertha, j'ai eu Georges, j'ai eu José, j'ai eu Lenny, j'ai eu Earl, j'ai eu Omar, j'ai eu Gonzalo, et voilà Yama. Alors l'expérience compte pour beaucoup dans des opérations comme ça, parce que nous avions mis en place très tôt un PC hors sec cyclone qui est actualisé tous les ans, et la démarche c'est quoi? C'est de mobiliser tous ceux qui doivent intervenir très rapidement. Oui, salut, c'est Clément sur l'appareil. Dis-moi, dans ton matériel que tu as ramené, est-ce qu'à tout hasard tu aurais de la dispo en Lipico si on en aurait besoin? Les abrissures sont actuellement, je dirais, submergées, puisque la demande est telle que nous ne pouvons actuellement pas répondre à toutes les demandes. Nous n'avons jamais été confrontés à une telle demande lors des événements cyclones précédents. Mais il est vrai aussi que ce jour-là, j'ai décidé de fermer la maison beaucoup plus que d'habitude. Et ma belle-fille me disait, tu m'as fait peur quand j'ai vu que tu avais fermé la maison aussi bien, quoi. Après, je suis descendue chez mon fils, et puis je suis restée là. J'ai dit, je ne veux ni tendre ni bois. Comme c'était un sous-sol en béton, donc je suis restée là. Image. On n'a jamais eu un cyclone aussi important sur l'île. J'ai vécu Louis il y a 23 ans, mais ça c'est exceptionnel. C'est plus qu'exceptionnel. On verra. Si vous repassez jeudi par là, peut-être on sera encore là, peut-être on sera là-haut ou en bas. On verra. Voilà. Je crois que je suis arrivée ici vers 14h, mais tranquille. J'avais du scotch, j'ai mis 2-3 bouts de scotch à toutes les fenêtres, à la baie vitrée. J'avais de l'eau, je ne me suis pas inquiétée. J'ai regardé si j'avais des piles. J'avais une radio qui fonctionnait avec piles au cas coupure d'électricité. Mais ça s'arrête là. C'est un énorme stress. Là, il a fallu que je déménage pratiquement tout mon appartement chez ma mère parce que je suis en zone inondable, en rez-de-chaussée. Ça a été très rapide, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le temps de réfléchir, il fallait vite monter, sécuriser. Les voitures, trouver un endroit où les mettre parce qu'on ne pouvait pas les laisser à grand cas, c'est pas possible. D'ailleurs, toutes celles qui sont restées sur place ont été détruites. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de se préparer parce que les gens travaillaient. Voilà. Après, c'était dans les magasins, il fallait faire la queue pour acheter du bois, des clous, des marteaux. Voilà, c'est ça le problème. Donc, je me dis que la moitié de la population n'était pas prête pour ce cyclone. Puis on prend la décision de partir, donc d'abandonner ma maison de Colombier, pourtant à laquelle je tiens énormément, mais je me dis qu'avec la petite, c'est probablement préférable d'aller sur les hauteurs de quartier, dans cette grosse maison saint-martinoise. Les hôtels de l'île affichent complet des touristes, mais aussi des Saint-Martinois, préférant par sécurité passer la nuit à l'hôtel. Les autorités saint-martinoises prennent les choses très au sérieux. Des brigades de gendarmerie sillonnent toute l'île pour inciter les derniers retardataires ou inconscients à rentrer à l'abri. J'ai eu peur, enfin peur c'est un gros mot, quand mon cousin m'a appelé, le dernier coup de fil que j'ai eu, Mélo m'appelle Mélo, c'est pas pour te faire peur. Mais préparez-vous, ça arrive fort sur vous. Et je lui ai répondu, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? On est là, on attend. Et là, quand il m'a dit ça, j'ai dit, quel problème au soir. Je m'en souviens encore, et je peux même en avoir la chair de poule, les derniers comptes rendus de Météo France sont vraiment alarmistes. Donc là, on comprend que ce qui nous arrive va être sévère. Ça va affecter donc Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le gros entre 6h et 12h demain matin,
accompagné de vents absolument destructeurs et d'une violence qu'on a peine à imaginer. Hein. On parle de rafales dépassant les 300 km/h au plus fort du phénomène, et également une mer démontée qui va provoquer des submersions marines très importantes sur le littoral. On s'attendait à des pillages, on s'attendait peut-être à des dégâts. On s'attendait aussi à beaucoup de cadavres, donc on avait même réquisitionné des chambres froides pour accueillir d'éventuels cadavres. Ce qui a donné lieu à des fantasmes par la suite, parce que quand il y a eu des gens qui ont eu connaissance qu'on avait réquisitionné des chambres froides, et ils en ont déduit qu'il y avait beaucoup plus de cadavres que ce qui était prévu. Or, pas du tout, c'est que la morgue a une contenance très faible. Et on avait prévu des chambres froides au cas où. Une bonne partie de la population de Saint-Martin était restée sur le souvenir de Louis, qui avait été un cyclone majeur. Mais pour autant, la population de Saint-Martin s'est dit on avait survécu à Louis, ça ne peut pas être pire. Sauf que ça a été pire. Le cyclone commence à toucher d'abord Saint-Barthélemy. Nous sommes en lien permanent en radio. Mes camarades des pompiers sont en lien permanent avec eux. Et nous commençons à recevoir les premiers appels de détresse. Allô, bonjour, on est en danger, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Le toit s'est envolé. On a 2 enfants, une personne âgée, s'il vous plaît. Quelqu'un peut nous aider? Mais vous êtes où, madame? On est à Pointe-Milou. Oui, mais on peut envoyer personne, madame. On ne peut envoyer personne. Oh là, mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos enfants? Mais vous vous barricadez dans la salle de bain pour l'instant. Pour la première fois, eh bien on leur répond de manière défavorable qu'on n'ira pas. Donc voilà, la consigne était très claire. Le confinement devait surtout aussi s'appliquer aux forces de l'ordre pour éviter elles-mêmes d'être en danger. Sur Tropic FM, il est 3h01. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Sachez que voilà, les conditions vont continuer à se détériorer davantage. Pour toute difficulté, vous appelez le PC Orsec au 05 90 87 99 99. 05 90 87 99 99. Vous appelez donc le PC Orsec en cas de difficulté et ils vont, une fois que la phase de secours, la phase grise sera déclenchée. Voilà, là on sait que c'est fini. Parce que voilà, on ne peut pas prendre la voiture, aller vérifier au site qu'est-ce qui se passe. Ça c'est impossible. Ça on sait que voilà, il y a quelque chose qui a donné. Ça a lâché et puis voilà. Donc on passe tout de suite sur le signal de Saint-Martin, on entend que ça émet toujours. Donc on continue, on garde l'espoir de pouvoir continuer à assurer la mission. J'avais la Tropic FM, la radio, ok. Ils ont dit que le déboulage va commencer et dès qu'il a dit ça, la radio s'est coupée. Ben là, c'était le déboulage. Là, j'ai rien compris du tout. C'était plus un cyclone, c'était, excusez-moi du mot, un bordel. Je veux dire, des vents venaient de partout, tu ne voyais plus rien et puis il fallait faire attention au bateau et à soi-même de ne pas tomber dans l'eau. Et là, l'électricité s'est coupée. Bon, donc à partir de ce moment-là, il restait encore les portables qui fonctionnaient. On arrivait encore à avoir de l'internet à travers les portables. Et puis à un moment, à Saint-Martin, il se passe la même chose. C'est-à-dire que la musique, elle s'arrête et là, on sait que c'est vraiment fini. J'ai juste entendu un grand bruit de ce côté où vous voyez, où c'est écrasé, comme si j'avais touché terre. Alors je me suis préparé à sauter pour essayer de sauter pour descendre. Et finalement, quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était un bateau qui était là, même là à côté, qui traînait une chaîne, plus de main. Quand j'ai regardé, il fallait faire attention à ne pas tomber. Après, le bateau s'est retrouvé ici. J'ai perdu le capot que vous savez la main dessus. Une première fois, je l'ai rattrapé, je l'ai remis. Mais quand il y a eu le bateau, je ne pouvais pas m'occuper de tout ça. Je me suis occupé du voilier pour le faire qu'il aille s'écraser ailleurs. J'ai perdu ça. Et merci mon Dieu que je crois de tout mon cœur que l'œil est venu
disons 5-10 minutes après, parce que sans le capot, ben, j'aurais coulé, parce que les vagues y passaient par-dessus le bateau, par-dessus ma tête. Jean-Claude qui fait de la résistance sur son bateau. Après, l'œil est venu, j'ai fait toutes les manœuvres, les gens sont sortis. Il y avait des branches, il y avait des, je dirais pas des toitures, mais la mer était pleine de bois, de tout ce qui peut flotter. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et après l'œil, pour moi, tout s'est bien passé parce que le vent il est venu du sud. J'étais dans les premiers rangs juste à côté de l'église anglicane. Donc l'œil est arrivé à 6 h du matin. Je regarde un petit peu autour, à la lueur, aux premières lueurs du jour. Et là, je vois la mer qui est montée. Mais la première impression, il y a un hôtel qui se trouve sur la plage en bas en Sdécaille. Cet hôtel, j'ai l'impression qu'il est dans la mer. Les images que je vois l'hôtel dans la mer. C'est pas l'hôtel qui est descendu, c'est la mer qui est montée. Et là, on se rend compte que la mer est montée de 3 ou 4 mètres. Et on est simplement à l'œil. Ça va continuer. Cinq minutes, 5-10 minutes après, Madame Irma revient. Et là, c'est pas la même. Parce que là, on est beaucoup plus exposé dans notre quartier, ici, dans notre secteur de Lille, on est beaucoup plus exposé. Et là, au bout de 10 minutes d'une violence extrême, les volets roulants et les baies vitrées de la pièce principale où nous sommes situés, mon épouse et ma fille, ainsi que nos animaux, explosent. Moi, j'ai passé mon temps derrière la baie vitrée à les ouvrir pour équilibrer les pressions, c'est-à-dire tout le cyclone, c'est bien sûr toute la nuit, etc. Et à un moment donné, je veux dire, quand je les voyais un peu gonflés, je les ouvrais beaucoup plus. Et jusqu'au moment où je me suis dit, il y a un moment, et on ne sait pas quand, où il va falloir se protéger, c'est-à-dire ne pas se mettre derrière la baie vitrée, parce que si jamais elle explose, ça peut faire mal. À ce moment-là, on a juste eu le temps de descendre dans les locaux techniques de la maison qui sont cloisonnés, c'est du béton, c'est des murs en béton, et on s'enfermait dans les locaux techniques jusqu'à la fin du phénomène. Et puis quand on est dedans, on se rend compte qu'il y a des choses qui bougent. Alors là, ça devient inquiétant, puisque vous vous rendez compte que des toutes petites portes en aluminium, qui sont des portes 3 points, qui ne sont pas exposées au vent, qui subissent uniquement la pression atmosphérique, se tordent et se plient. Alors vous vous demandez si ça va tenir. Quand vous sentez les murs sous les rafales qui tremblent, qui vibrent, comme un léger tremblement de terre, là, je peux vous assurer qu'on se pose beaucoup de questions. On perd le réseau, la connexion avec Saint-Barthélemy. Donc, on ne sait plus ce qui se passe à Saint-Barthélemy. Quand on sait que Saint-Barthélemy, au regard de l'architecture, était déjà quand même bien préparé, peut-être un peu mieux préparé par rapport à certaines zones de notre île, quand on voit déjà la détresse téléphonique, les appels de détresse que nous recevons, nous craignons le pire à l'approche du phénomène sur l'île de Saint-Martin. Allô? Oui, la gendarmerie, j'écoute. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis à quartier d'Orléans. Oui. La maison orange et blanc. J'ai besoin d'aide. On est... Allô? Oui, il y a quoi? Le toit est parti? Avant l'église, oui. Oui. Est-ce qu'il y a encore une partie de la maison qui est couverte ou pas du tout? Oui. Oui. Alors vous vous mettez dans cette pièce-là avec des matelas pour vous protéger, d'accord? Oui, on a besoin d'aide maintenant. On peut envoyer personne. On ne peut envoyer personne. Il faut vous réfugier dans une pièce avec des matelas. Ok. Pour vous protéger, d'accord? Vous mettez les matelas sur vous. La gendarmerie, bonjour. Oui, bonjour. On est aux résidences, le tunnel à cul-de-sac. Notre toit de la maison, il s'est dans la maison. On est enfermé dans la chambre avec 2 bébés. Madame, vous vous mettez dans la salle de bain avec des matelas pour vous protéger. Mais le toit, il est en train de s'envoler. On a le toit du salon dans le salon. On n'a plus de toit dans le salon. Et on est enfermé dans la chambre avec les enfants. Et la chambre, il est en train de s'envoler aussi. Mettez-vous dans la salle de bain avec des matelas pour vous protéger. On peut envoyer personne, madame. Il faut qu'on aille dans la salle de bain avec des matelas, qu'on se protège au maximum. Oui, tout à fait.
Ok, punaise, mon Dieu. L'événement arrive et très rapidement, je pense qu'on doit être dans les premiers, de par l'exposition de la colline, à en faire les frais et à nous retrouver dans une sacrée situation. Ouais. En fait, la préfecture était un abri sûr et elle s'est avérée ne pas l'être. Un de mes camarades de la sécurité civique qui on échange et on met en doute quand même la capacité de résilience de la salle supérieure. Et à deux, avec notre petit... on va voir la préfète et on essaye de la convaincre du bien fondé de nous replier dans une salle plus petite au rez-de-chaussée de la préfecture, au regard de la configuration de la salle. Est-ce qu'elle accepte ? Donc très rapidement, le COD en version dégradée se réinstalle au rez-de-chaussée. Donc nous pensons être dans une salle sécurisée qui... cette même salle a résisté au cyclone Louise. Donc c'est beaucoup plus sereinement que nous attendons l'arrivée du cyclone. Et puis malheureusement, le cyclone arrive. Je crois qu'il faudra à peu près 5 minutes avant que cette même salle explose littéralement. Il a fallu se réfugier de pièce en pièce pour arriver à la pièce qui était la plus sûre. Il y a de l'eau qui passe sur la porte. Si vous avez les pieds mouillés, c'est normal. Ici, la situation est très particulière. Depuis 1h du matin, les premiers effets de la tempête Irma se sont fait ressentir dans cet hôtel où les clients se sont confinés. Un hôtel de 170 chambres environ, on peut dire que presque 50% de l'hôtel est ravagé. Ça m'a fait penser à la maison des 3 petits cochons, où c'est un souffle et tout part. Moi, je me croyais en sécurité. Et on a commencé à entendre des bruits de tôle, de verre cassé. Là, des vents de plus en plus forts, des bruits, la pression, enfin un peu tout. On avait mal aux oreilles, on entendait des bruits, des trucs qui... Je sais pas trop comment dire. À un moment, on aurait cru qu'il y avait des frigos qu'on jetait sur la maison, tellement ça faisait... Ou je sais pas, des objets très lourds. Puis on a une partie du toit qui s'envole, avec des choses qui viennent taper dans la maison. On ne sait pas très bien ce qui se passe, mais on sent vraiment que la maison est en train de s'entrouvrir et de partir. Donc à ce moment-là, on abandonne la chambre dans laquelle on était, qui était au fond de la maison, et on s'installe dans la salle de bain. Donc là, il est à peu près 4 heures du matin. Je sécurise la porte, je me colle contre la porte, je mets ma femme et ma fille dans la baignoire. Nous nous sommes retrouvés à 11 dans une chambre, à tenir la porte, avec l'espoir qu'elle ne lâche pas, parce que le vent était intense. Derrière ces portes en bois, on avait l'impression que c'était un animal enragé qui commençait à donner des coups de boutoir dedans. Et franchement, là, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai dit, c'est pas comme d'habitude. Puis le monstre s'abat sur nous, et puis il y a eu des hurlements derrière la porte, l'impression qu'il y a une bête sauvage qui veut rentrer, la porte qui tape. Moi, je suis appuyé contre, je me fais secouer. Je ne pensais pas qu'une porte pouvait bouger, une porte fermée pouvait bouger comme ça. On avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui sournoisement tirait sur la poignée de la porte. Et ce n'était pas un rythme régulier, donc c'est toujours surprenant. Donc à plusieurs, on se relayait pour tenir cette porte. On s'est retrouvés, mon fils et moi, à tenir une table et à jouer contre une porte, tellement le vent était fort. Et on s'est dit que si jamais ces 2 portes-là cèdent, ça va être la fin. On dirait que c'est quelqu'un qui chantait, on dirait que le vent nous parlait, voilà, c'est la violence, hein. La violence du vent, c'est ça. Tu es chez toi, tout est fermé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. C'était, je ne dis pas, c'était vraiment l'horreur.
pour l'instant, nous sommes dans l'œil, c'est-à-dire que nous avons une pause d'1 heure à 1 heure et demie, mais juste après, ce sera la seconde phase dans l'autre sens. À l'œil, on a ouvert la porte et là, on a vu les débris. Enfin bon, c'était horrible parce que y a tout qui est cassé, quoi. Et puis on se dit, mais on n'a pas préparé comme il fallait. En fait, il fallait tout ranger, tout calfeutrer. On pensait pas que la maison allait être atteinte à ce point-là. Au moment de l'œil du cyclone, ce qu'il ne faut pas faire, on l'a fait malheureusement, mais bon, on est sorti. Mais on n'est pas sorti de la maison, on est sorti sur la véranda. Et là c'est le choc. Nous avons perdu notre toit. Toutes les fenêtres des voisins sont cassées. Et la colline est complètement nue. Nous sommes dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire qu'il y a très peu de vent là pour l'instant. Et là, le reste du toit risque de s'envoler. Je me retourne dans mon bunker, c'est-à-dire ma chambre, en espérant que la porte de la chambre tienne parce qu'elle bouge beaucoup. Moi, j'ai jamais assisté à une course de voiture Formule 1. C'est là où j'ai entendu que ce cyclone est en train de changer de vitesse. Je ne sais pas combien de vitesses qu'il avait. On entend première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Je ne sais pas combien de vitesses. Et je suis resté dans la maison. Et ma fille est montée chez ma voisine et moi, je suis resté dans la maison tout seul. J'écoutais la radio de la partie hollandaise. Il a dit, trouvez le petit coin dans ta maison, il faut aller dedans. Mes filles me disent, je suis avec mes 3 filles, on m'a dit, il faut aller. Je dis, moi, je reste là. Et au moment que le gars me dit, c'est pas encore passé, à 6 heures, si vous m'entendez rien du tout, il faut aller vous cacher. Et je dois vous dire, 5 minutes pour 6 heures, on a attendu l'explosion. J'ai dit à mon mari, tu sors dehors, je l'ai mis ici dans le salon avec les enfants. Et je sais pas, j'ai juste pris les rênes, j'ai dit, c'est moi qui fais, toi tu restes là. J'étais dans la chambre, j'ai pris le matelas, j'ai mis sur la fenêtre, j'ai poussé l'armoire sur la fenêtre. Et dès que j'ai fini de faire ça, j'entends pâche. Et c'était dans la chambre de ma fille. Là, la fenêtre, elle est partie. Et quand c'est parti, le rideau est parti et tout. So we decided in the event that something do happen, we're going to go in the back room, right? As soon as we decided that, the door just blew away. Everything went, it just blew away. The furniture started going around in a circle and through the door, around and through the door. Mes linges qui étaient dans un armoire, le cyclone a laissé toutes les chemises. Il est parti avec tous mes pantalons. Il est resté une seule pantalon. Ça veut dire, choisis une chemise que tu veux mettre avec ce pantalon-là. Ça veut dire. J'avais un meuble dans une des chambres. La fenêtre est partie. Le meuble s'est écroulé. Et là, j'ai vu toute ma vie défiler parce que certains documents passaient par la fenêtre. J'ai ouvert la baie vitrée. J'ai dit, il faut laisser sortir. I am running, he is behind me, but the wind is taking me back. So I am going back and he is pushing me forward and I'm running. Anyhow, we finally got to the back in the room. And because the room is so small, I stored my exercise things in there. So he gave me the exercise mat that I had in there to put over my head. So I was in the little small room with the exercise mat over my head, and he was standing up in front of me with a piece of door from the closed closet trying to block us in because of how the wind started moving around in the house. On a mis les casques moto sur la tête, une protection supplémentaire que j'avais prévue en me disant, voilà, si jamais on ne peut pas s'abriter quelque part, on a au moins des casques où on va pouvoir sortir, on va pouvoir faire quelque chose. C'est ridicule après coup, mais c'est au moins quelque chose pour ne pas se fracasser ou se faire fracasser la tête. It was just glass breaking, things falling. You know, the wind was just moving. It was really scary. Là, c'est la deuxième phase du passage de la tempête. Nous sommes tous rassemblés, une bonne partie en tout cas rassemblés dans une même chambre, confinés, puisque beaucoup de chambres sont complètement dévastées et le réveil donc à Saint-Martin est très difficile.
Bah, on est stressé, hein, on n'est pas, oui, on n'est pas tranquille parce que c'est pas fini, loin s'en faut, quoi. Hein. Donc, il faut attendre 2 heures, 2h30, 3 heures pour voir. Et puis surtout, sans parler du stress, moi je pense à tous les pauvres gens qui sont dehors, quoi. Tous les gens qui n'ont pas, je dirais, la chance d'avoir une maison, enfin un bâtiment dur comme ça, mais j'ose même pas imaginer ce qu'il y a dehors. Donc il faut penser à ces gens-là aussi, quoi. Au moment où on entendait le bruit et les gens qui criaient au secours, parce qu'à un certain moment, les gens qui n'ont pas protégé leur maison criaient souvent au secours, au secours, au secours, voilà. C'était à ce moment-là. Hein. On a la chance de se passer la journée et ça n'a pas duré longtemps. Et à ce moment-là, moi, j'avais la peur de ma vie, hein, chez moi. J'entends chez les voisins que ça se casse et tout, mais je ne peux pas atteindre les voisins, je ne peux pas les appeler parce qu'il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'électricité. Je ne peux plus rien faire et ça m'angoissait plus que rien du tout. Parce que je me suis dit, si ça casse chez eux, qu'est-ce qui va m'arriver ici? Ça tremblait, le bâtiment tremblait beaucoup. Moi, on avait peur, on a commencé à prier et tout ensemble et tout. Je me retourne vers mes enfants et je leur dis, je suis désolée, vraiment désolée de vous avoir fait subir cela. Je me rappelle avoir eu très peur. La peur de mourir, hein, bien sûr. Et je me rappelle m'être dit, d'avoir beaucoup prié, d'ailleurs on priait tous, et de m'être dit qu'il faut que ça se termine vite. Parce que là, vu comment ma mère m'avait déjà décrit le reste de l'état de la maison, si ça continuait plus longtemps, ce serait catastrophique pour nous. Ça aurait duré 10 minutes de plus. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de dégâts à Saint-Martin. Vraiment, j'ai cru que c'était la fin. Je pense que comme les habitants de Saint-Martin, ça a été une nuit relativement longue. Ce qui a sauvé notre île, pas seulement notre île, mais ce qui a sauvé les îles, c'est quand même que le phénomène est passé assez rapidement. Ça a duré grosso modo 6 heures. Mais si ce cyclone-là avait été aussi lent que le cyclone Louis, c'eût été une catastrophe invraisemblable. Un bateau n'est pas fait pour souffrir comme ça. Et l'homme non plus, parce que était enfermé dans le bateau. Et puis voilà, c'est là-dedans que ça se passe. Parce que si tu ne contrôles pas toi-même, ben, tu peux mourir de peur ou de nervosité, tu peux t'arracher une main bêtement. Je n'ai pas fait ça inconsciemment, j'ai fait ça pour survivre et je me suis dit à la fin, ouah, ben, j'ai gagné malgré tout. Je pensais que tout le monde était mort parce que le bruit qu'on a entendu, quand on a ouvert pour sortir vers 8h30, je n'ai pas eu de nouvelles de ma mère, j'ai mes soeurs, frères qui habitent plus loin, je ne savais pas ce qui passait. On ne comprenait pas, c'était un choc. J'ai vu Louis, j'ai vu le cyclone, mais rien comme Irma. Il est 10h35. Et nous sommes, je crois, le mercredi. Le cyclone Irma est passé. De par le positionnement de la préfecture, on a une vue complète sur un panoramique sur Marigot et on découvre le désastre. L'impression que l'île, c'est l'image qui revient souvent, l'île a subi une nuit de bombardement. Hein. C'est une autre ville, on est à un autre endroit. Quand on ouvre la porte, on se trouve ailleurs. Et plus rien n'est pareil, plus rien ne fonctionne, plus d'eau, plus d'électricité. On n'était pas préparé à ça. Et là, on s'est dit, mais Saint-Martin, presque c'est fini, quoi. Enfin, on aurait dit une machine à laver, que Saint-Martin était passé dans une machine à laver. Il y a de l'eau partout dans la maison, forcément. Il y a 10 cm d'eau dans la maison, il n'y a plus de toit.
Là, on est persuadé que lorsqu'on rentrera chez nous, on n'aura plus de chez nous forcément. Donc on remonte le chemin gentiment avec ma petite et ma compagne et on arrive devant notre maison. Et puis je me rends compte que j'ai encore un toit sur la tête ici à Colombier, dans ma maison en bois, alors que j'étais dans une maison en briques et en mur et qu'elle n'a pas tenu alors que la mienne a tenu. Vers 14-15 heures le mercredi, j'ai remonté cette rue, la rue des restaurants, pour voir l'état des dégâts. Et là, c'était juste surréaliste. De voir des toitures à même le sol, des voitures renversées, des maisons éventrées, des gens hagards. Il y avait un silence très perturbant. Et puis, tout autour de nous était marron, les collines étaient devenues brunes, marron. Tout était brûlé. On était dans une espèce de brume. C'était vraiment apocalyptique comme ambiance. Que les gens étaient perdus à droite et à gauche. Parce qu'il y a des gens qui ont tout perdu, des gens qui pleuraient au bout de la route, tu sais. Et en plus, on n'avait pas de nouvelles. Il n'y a pas de sécurité, il n'y avait personne. Quand j'ai vu tous les voisins et voisines, j'ai vu qu'ils étaient OK, ça va. Ben, tout de suite, j'ai enclenché, je ne sais pas, c'est du Johnny Cake, un petit déjeuner, j'ai fait à manger, je leur ai dit, faites ce que vous avez à faire, mais vous venez manger ici. On a été, j'ai dit à la voisine, tu as quoi? Tu as du chocolat, tu as quoi? On y va, let's go. Il faut que tout le monde mange. Là, c'était effrayant, oui, mais il faut que tout le monde mange. Il faut qu'on apaise tout le monde. Il y a du monde qui est venu, j'ai du monde qui est passé depuis Concordia, de loin, mais tout le monde était bienvenu. Il a fallu trouver un logement le soir même. Ça, c'était parce que la maison où on était, comme il a plu dans la journée, il pleuvait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que les toilettes qui étaient une pièce saine. Mais bon, il y avait de l'eau par terre, donc on ne pouvait pas dormir. Les lits étaient trempés, tout était trempé. Les voisins du dessus nous ont dit on a les clés d'un appartement vide qu'on nous a dit de garder. Donc on peut aller dedans. Donc il reste des chambres, venez. Moi, chez moi, j'ai tout perdu. Je suis aux HLM, tous les toits des HLM sont partis. C'est fini, fini. Complètement. À Marigot, ils sont en train de plier tous les magasins. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. OK. Il va falloir survivre maintenant. Parce qu'à peine le cyclone passé, les pillages ont commencé. Notamment en dessous de chez nous, on a une supérette qui a été cassée dans la matinée d'Irma. Ça a été très vite. Je vois les premiers pillages aussi, donc je suis assez choqué parce que je vois des gens qui font la queue, entre guillemets, devant le supermarché. Et je dis tiens, ils vont ouvrir et la fille me dit non, ils vont casser. Et lorsqu'elle a utilisé ce terme, je me suis dit ah oui, on en est là, effectivement. Donc, elle me dit, bah oui, les gens ont faim. Donc là, ils ne font pas la queue parce que le Chinois, il ne va pas ouvrir. Mais ils vont lui casser le rideau et ils vont se servir. Et on est dans une forme de peur panique qui saisit les gens. Qui ont peur de mourir de faim, de mourir de soif. À peine sorti du phénomène cyclonique, on a vu des gens courir. Il y a eu cette frénésie de pillage qu'on a perçue tout de suite. J'ai pris des photos, on m'a lancé des cailloux, donc j'ai renoncé à prendre des photos. On a vu passer des gens avec des téléviseurs, avec des scooters, assez rapidement. Regarde les télé, regarde les télé. Voilà, les choses sont en train de se faire piller à droite, à gauche. Donc ça, c'est assez dur à accepter quand on habite là depuis longtemps. On se sent partie intégrante de la société saint-martinoise. Et là, c'est une partie qu'on savait, mais qu'on ignorait un peu. On ne voulait pas le voir, en tout cas. Et là, on se rend compte que ça existe, que c'est là. Pourquoi aussi les pillages des premières heures ont lieu? C'est parce que nous-mêmes, gendarmes, déployés sur l'île, avons la nécessité de reviabiliser nos structures pour que rapidement on se remette en ordre de marche. Ensuite, faire les phases de reconnaissance conformément à nos missions, c'est-à-dire qu'il faut quand même viabiliser les axes, rendre compte à l'autorité de là où on peut aller, rendre compte des premiers dégâts, et puis surtout, secourir. Même les forces de l'ordre sur place étaient impactées dans leur vie familiale, avec les enfants qui pleurent à la maison, les épouses traumatisées, les voitures retournées. Le service complètement désorganisé, des gendarmes désemparés. Donc il a fallu quelques jours pour restructurer un peu le travail des forces de l'ordre.
d'accord. Ils ont raison. Bien. Moi, quand j'ai grandi à Saint-Martin, quand ça arrivait, j'aidais mes parents à nettoyer et mettre des choses de côté en attendant les autorités pour embarquer le tout et nettoyer. Et je m'appelle Marcel, moi. Et ils ont raison. Je peux venir nettoyer sans dire aussi comme ça. Il y a toute la ville à nettoyer, là, les gars. L'idée, c'était sécuriser et patienter. Patienter le temps que les secours arrivent, que la France arrive, la Guadeloupe arrive, que les gens viennent nous aider. Mais rester en sécurité. D'accord. Donc je dirais que les forces de l'ordre, avec la permanence parquet, ont commencé à se structurer véritablement à compter du dimanche après-midi, les premières interpellations. Mais dans ce laps de temps, entre le mercredi midi et le dimanche midi, il n'y a pas d'ordre. On n'a aucune information, pas de radio, pas de téléphone. Et je crois que c'est aussi la partie la plus dure après le cyclone, c'est qu'on ne sait vraiment pas comment est le reste de l'île. Tout le monde avait dit, prenez une radio, vous verrez, c'est super, vous aurez les infos par la radio. Tout le monde a acheté des radios, les piles se vendaient à prix d'or dans les commerces. Sauf qu'il n'y avait plus d'antenne, il n'y avait pas de radio. On a commencé à entendre des bruits qu'à Sandy Ground, ils attaquaient les voitures. Toujours ces bruits, hein. Ce n'est pas forcément la réalité, mais il y a tellement de bruit qui court à ce moment-là. Il y a une prise d'otage à l'hôpital. Il y a des gens en jet ski qui attaquent une barge à Gallis Bay. Il y a 100 cadavres qui flottent à tel endroit. Voilà. Il y a des Jamaïcains cagoulés dans un pick-up avec des kalachnikovs qui rançonnent les gens à Bennettley. On n'avait que des rumeurs comme ça en permanence. Combien de rumeurs avons-nous dû... on nécessitait de ma part une intervention sur site pour en fait se rendre compte que c'était un bouche à oreille parfaitement déformé qui avait généré cette information. Et on s'est rendu compte que, voilà, lorsque les gens ont peur, lorsque les gens perdent tous leurs repères, et à commencer par leurs moyens de communication, on est bien impuissant. La question de la communication est une question majeure. D'abord parce que, en local, nous n'avions pas les possibilités de faire passer de l'information, sinon en revenant aux fondamentaux, c'est-à-dire faire passer la police, faire passer la gendarmerie, faire passer la police territoriale, rencontrer les gens, utiliser des mégaphones. Et en même temps, il y a eu une spirale médiatique qui s'est mise en place sur d'autres espaces que Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et avec un certain nombre d'informations qui ont été données qui étaient fausses. Ma mère est en sécurité à Sandy Ground, dans un bâtiment qui a pu tenir. Ils sont une centaine. Ils sont tous armés parce qu'ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas 10 morts, il y en a des milliers des morts. La Sandy Ground, on retire des morts tous les jours par la vague de 12 mètres. On voit des corps flotter à Saint-Martin. Alors bougez votre cul et venez nous aider au lieu de passer aux médias. Il y a beaucoup de corps qui ont refait surface dans la mer. Donc voilà, les gens se battent dans les rues, se donnent des coups de machette pour se voler des morceaux de tôle, de la bouffe. Face aux fake news, face auxquels on était bien impuissants. Pourquoi on était impuissants ? Parce qu'on n'avait aucun moyen de communication publique pour les démentir. On n'a jamais eu de plainte circonstanciée de gens disant « j'ai été menacé par arme, quelqu'un est rentré chez moi ». Il n'y a pas eu d'agression à domicile. Mais ça, on a du mal à le dire parce qu'on ne croit pas. C'est comme le nombre de cadavres. On ne croit pas. Quand on dit à des journalistes, beaucoup de journalistes de métropole étaient très déçus quand ils venaient nous parler parce qu'ils s'attendaient à ce qu'on leur parle de trafic d'armes, d'agressions armées à domicile et de nombreux cadavres en plus des statistiques officielles. Mais il n'y a pas. On ne peut pas l'inventer, il n'y a pas. Mais il y a eu beaucoup de peur, de crainte de gens. Les gens se sont mis un peu... il y a eu du communautarisme exacerbé. Et je crois que les gens ont eu tellement peur que tout le monde se regardait un peu en chaîne de faïence, en regardant ses voisins, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Donc moi, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Il y a quand même eu la solidarité, mais pas comme je l'attendais par rapport à Louis. J'aurais jamais pensé que malgré les petits stocks qu'on avait faits, qu'au bout d'une semaine, on se retrouve dans des situations où on est obligé de prendre de la nourriture, des aides extérieures. Ça, c'était assez perturbant.
là, on a récupéré des denrées surgelées. Donc, on a du fromage, de la mozzarella, du poulet, du gigot d'agneau, de la crème fraîche. On a différents produits frais surgelés. Je me suis retrouvé, moi, à faire la queue pour aller chercher de l'eau, quand les pompiers distribuaient de l'eau. Je me suis retrouvé, moi, à aller faire la queue quand ils passaient, ils me donnaient de quoi manger, quoi. Je l'ai vécu et j'ai pas honte de le dire, j'ai été chercher de quoi manger aussi. Il fallait aller chercher à manger et c'était compliqué. Parce que autant dans certains quartiers, ils s'arrêtaient à un endroit, ils distribuaient à manger. Autant dans d'autres endroits, c'était compliqué, il fallait faire des heures de queue sous le soleil. Avec l'enfant, c'était pas super. On a tout le monde, d'accord? Ok, pas de souci. Nous avons besoin de l'eau pour nous Québec. Nous essayons de revenir chaque jour pour besoin de l'eau. Nous avons d'autres pompiers qui ont les usines là pour remettre l'eau là dans ces robinets là. Mais si nous basons toutes là, ni d'autres semaines, si nous occupons gagner. Et la dame allait dire, J'ai été frappée de voir, au moment où on a commencé les distributions d'eau et les distributions de nourriture, on avait en face de nous des gens, en grand nombre, qui n'avaient pas fait de réserve d'eau, pas fait de réserve de nourriture. Leur maison était dévastée, c'est une réalité. Mais en même temps, elle n'avait pas pris les précautions qu'il faut prendre. Pourtant, on l'avait dit. On avait communiqué, y compris avant la période cyclonique. Whatever we could find, we just munch off of those. And I can tell you, there was not one day that we were hungry. There was not one day that we were thirsty after that hurricane. Whenever anyone got anything, they would come and they would share. And we all shared. Every night we had a barbecue. Every night we had a barbecue because, there were chicken, there were things to eat. There were things to eat. The neighbor would do Johnny cake and bring for us. We would take over something. You know, everybody was just looking out for each other. Souvent, c'était une voisine du premier qui faisait la cuisine. Elle faisait et tout le monde mangeait ensemble dans les marches. On n'avait pas d'électricité. Donc, on avait des bougies, ceux qui avaient emmenaient, ceux qui avaient des lampes. C'était vraiment la force. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'était une force. Et là, donc je suis sortie de Grand Case et j'ai vu qu'ailleurs, il y avait des coins voire pires que nous, notamment au quartier d'Orléans. Je suis enseignante. J'étais à la rencontre de parents d'élèves qui m'ont montré ce qu'il restait parfois de leur maison. Des fois, il ne restait qu'un mur, un pan de mur, qui se jetait sur les dons, qui se jetait sur les vêtements qu'on apportait. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait extrêmement mal. Et quelque part, j'avais une certaine culpabilité parce que je me suis dit, finalement, nous, c'est pas si grave ce qui nous est arrivé par rapport à d'autres. J'ai distribué aussi. Et d'aller dans des quartiers, de te dire, ouais, toi, tu te plains parce qu'il te manque une fenêtre. Et tu vois, notamment au quartier d'Orléans, où je suis allée faire de la distribution, les chemins n'allaient pas dans ces maisons, il fallait y aller à pied. Et tu vois un bout de bâche, et tu demandes, mais combien de personnes vivent là? On vous dit 12 ou 13. Quand tu reviens chez toi, tu te tais, tu te dis, tu n'as pas de fenêtre, mais tu te tais. C'est pire qu'une guerre, on n'a plus rien, on n'a plus de maison. Qu'est-ce qu'ils attendent pour nous rapatrier? Qu'est-ce qu'ils font? On va rester là comme des pauvres malheureux, on n'a plus rien et rien ne se passe. On a encore un cyclone qui arrive. Comment ça se fait qu'on doit arriver encore à attendre ce putain de cyclone? Ici, depuis hier, on est ici, depuis hier matin, il y avait les militaires. Ils ferment les barrières, ils disent qu'il n'y a plus de place dans les avions. Une femme enceinte avec 2 petits enfants, on fait quoi ici à Saint-Martin? On fait quoi? Moi, je demande une place, on me dit oui, vous avez une place, madame. Quand j'arrive dans la barrière, on me ferme. Et ici, on ouvre les barrières pour 15 personnes. On doit avoir qui? Des marins de Paris ici à Saint-Martin, comme ça on peut monter sur les avions avec nos enfants? Mais c'est du foutage de gueule ici à Saint-Martin. Et il y a eu des effets de panique, amplifiés par le fait que derrière arrivait José et est arrivée Maria.
Donc il y a eu une période compliquée pour arriver à la fois organiser les ponts qui permettaient d'amener les matériels dans un premier temps à Saint-Martin et ensuite de faire partir les gens. Les mêmes avions servant dans les deux cas. Et parallèlement, le défaut de capacité de communication. Parce que si on veut que les choses se fassent en bon ordre, il faut pouvoir communiquer. Tant qu'il n'y a pas d'avion, je ne fais rentrer personne. Je ne sais pas s'il va y avoir un avion. D'accord ? Je vous rappelle que ce n'est pas une évacuation. Ce sont des vols sanitaires pour les gens qui pourraient être en difficulté d'un point de vue sanitaire sur le passage de l'ouragan ce soir. À ce moment-là, nous avons fait des ordres de priorité. La première des priorités, c'était bien évidemment l'ensemble des évacuations sanitaires. Et étant entendu qu'on en avait fait avant que Irma n'arrive, et après ça, ça a été les familles avec des enfants en bas âge, puis les familles avec des enfants un peu plus âgés, et après ça, les personnes adultes qui souhaitaient partir. Moi, devant cette porte, je ne veux que des femmes, que des gens qui correspondent à ces critères. Je ne veux pas d'hommes, s'il vous plaît. Les hommes, vous vous mettez, vous reculez, vous dites au revoir à vos épouses. Maintenant, vous restez sur le côté. Écoutez, hier, j'ai eu des bagarres. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Hier, j'ai eu des bagarres avec des enfants au milieu. Des bagarres entre des hommes avec des enfants au milieu. Je ne veux pas que ça se reproduise. Quelqu'un l'aide, s'il vous plaît, un militaire pour aider. De manière très militaire, nous allons organiser ce qu'on appelle une résévac en termes militaires, donc une évacuation de ressortissants. Sauf que ce ne sont pas des ressortissants, ce sont des résidents français, des Français sous le drapeau français. Donc, à mon avis, dans l'histoire de France, il n'y a pas eu beaucoup d'expériences comparables. On ne mesure pas le volume de personnes qui veulent évacuer. On ne le sait pas. Et donc au début, au niveau du rond-point d'Opay State, mes premiers gendarmes, j'ai un groupe d'une 20-30 gendarmes qui reçoivent pour mission d'accueillir donc ces évacués. Et rapidement, de quelques dizaines de personnes, eh ben, on se retrouve à avoir un camp de réfugiés quasiment. C'est-à-dire que je me souviens, les premiers jours, on avait quelques drisses de travaux publics qui faisaient une chaîne, qui permettaient aux gens de s'évacuer, de prendre un bus qui les amenait à l'aéroport. Et au bout de 5-6 jours, nous avions quasiment un camp de réfugiés où les ONG s'étaient greffées à l'action des gendarmes dans l'accueil, le soutien psychologique, le soutien médical, l'alimentaire. C'est plus possible, on ne pourra plus rien faire ici. C'est fini et c'est dangereux, tout le monde a peur et il faut qu'on parte. Il faut qu'on aille mettre nos enfants en sécurité en fait. Et ma fille, elle a pris l'avion le dimanche après Irma. Son père a quitté Saint-Martin parce qu'il avait tout perdu, lui, à Orion Bay. Donc il est parti avec elle. Et d'ailleurs, c'est un de mes pires souvenirs parce que ce jour-là, j'étais accrochée à la grille de l'aéroport de Grand Case, j'étais sale, j'étais fatiguée, je pleurais. Et je me rappelle lui avoir supplié de me ramener la petite, une fois que l'île ira mieux. Et elle est revenue. Quand ils ont parlé d'épidémie, où là, ça m'a fait stresser par rapport à ma petite fille. Je me suis dit, si jamais... il y avait des déchets partout, c'était compliqué. Des rats, enfin bon bref. Et je me suis dit, s'il y a une épidémie de je sais pas quoi, oui, effectivement, là, je m'en voudrais de ne pas être partie, alors que je pouvais le faire vu que j'avais un enfant en bas âge. Surtout si ma fille a un problème. Ça, je m'étais dit, là, je m'en voudrais vraiment. C'est juste la peur qui a fait que les gens parlaient, disaient des choses. Mais je sais que mes enfants allaient être bien et tout. Je faisais de mon mieux pour eux. Mais les faire partir loin de moi, non. Les gens arrivaient, se présentaient au filtre et venaient avec ce qui leur restait, une valise, voilà. Et au final, on leur disait que voilà, en raison du pont aérien, il était impossible d'avoir des bagages shoot. C'était que du bagage cabine pour permettre d'alourdir en passagers.
Mais les gens abandonnaient leurs valises, prenaient un sac à plastique, un sac à dos, mettaient leurs quelques affaires, le doudou, voilà, et donnaient leurs valises aux gendarmes, abandonnaient leur voiture, abandonnaient leur maison. Et à la fin de la journée, enfin, de manière assez terrible, on avait des petites montagnes de valises où mes garçons, de manière très sympathique, récupéraient ça, allaient les mettre dans des endroits un peu plus sûrs. Et puis ensuite, on en a aussi donné aux personnes sinistrées parce qu'on n'avait pas... Bon, pour les voitures, on a dû les mettre à l'abri parce qu'on se doutait bien que les personnes allaient revenir. Mais on s'est retrouvé avec un parc de véhicules, avec des maisons. Les gens abandonnaient tout. Quelques jours après le cyclone, quand on a commencé à entendre que plus de 800 enseignants avaient quitté l'île, c'était drôle, enfin drôle, je ne sais pas, mais j'ai eu 2 élèves qui sont arrivés à vélo chez moi et qui m'ont dit « Ah, tu es là ?» Je dis « Ben oui. » Non, jamais j'y ai pensé. Pourquoi faire? Et je me suis dit, parce qu'il y a plein de gens qui ont eu peur, qui sont partis, qui ont délaissé. Je me suis dit, mais non, tu vas rester là. Tu vas trouver Saint-Martin pour te donner du boulot, de quoi manger. Et c'est là, à ce moment-là, je me suis dit, non, je reste là, je vais rester pour aider Saint-Martin, faire ce que je peux à mon niveau. Et lorsqu'on a pu partir et embarquer, ça a été un soulagement, je dirais, de savoir qu'on allait retrouver un endroit un peu plus serein, tout en sachant qu'il y avait Maria qui arrivait derrière. On était quand même au courant qu'il y avait encore ça qui allait arriver derrière. Et ça, c'est l'épisode d'après, donc où on arrive chez mon ami en Guadeloupe et où dans la foulée, on est obligé de refaire la queue au supermarché pour faire les pleins d'eau et les pleins de réserve et de recalfeutrer le bungalow qui nous a gentiment prêté en se disant que peut-être on va revivre quelque chose de fort. Mais une fois qu'on a vécu Irma, je crois qu'on a vécu vraiment quelque chose de tellement fort que même les vents de Maria ne nous ont pas effrayés pour le moindre. Et ça a été très simple et voilà, on l'a vécu un peu de stress, mais gentiment par rapport à ce qu'on avait pu vivre précédemment. Les enfants me disent « Ah, la toiture est partie ». Je me suis dit « C'est juste une pente toiture ». Mais lorsqu'on est arrivé tout près, ce n'était pas qu'une pente toiture. Les enfants me disent « Ne montez pas ». J'ai dit « Pourquoi je vais monter ? Il faut que je monte. Parce que si je dois encore récupérer quelques bricoles, il faut bien que je monte ». En fin de compte, quand je suis arrivée, les murs étaient cassés. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas un cyclone. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Les choses qui étaient dans la maison, par exemple une table de 8 chaises, faite par un artisan qui nous disait « Vous allez mourir, vous allez laisser ça pour vos enfants », et bien tout était parti. Aspiré, disparu, j'en sais trop rien, mais tout était parti. Il y a des maisons qui ont explosé parce qu'on a ici, on est dans une zone touristique, les clients veulent des grandes ouvertures. Quand on a des grandes baies vitrées, forcément, il y a des risques. Nous, on se rend compte par rapport à des ouvrages excessivement résistants, on voit des destructions qui sont, je dirais, incompréhensibles par rapport à des forces, je dirais, constantes de vent cyclonique, de vent habituel. On a beaucoup de chance à Saint-Barthélemy parce qu'on n'a pas eu ni de morts ni de blessés. Et les gens ont été, même certains étaient dans des conditions très très difficiles. On aurait pu en avoir parce qu'il y a eu notamment des impacts qui ont traversé des toitures, qui ont atterri parfois dans des emplacements où se trouvaient peu de temps avant des usagers. Et on aurait pu avoir des morts, ça c'est clair. On est sur un point bas, donc on a été inondé carrément. La mer a envahi toute la parcelle et les extérieurs avec une force assez hors du commun qui a fait que on a eu des dégradations massives de nos locaux et de nos engins et les engins ont baigné pendant 10 heures dans l'eau de mer
avec une hauteur allant jusqu'à 1 mètre. On se retrouve dans cet isolement où on se dit, tiens, finalement, il va falloir vivre et survivre dans ces conditions, etc. Et pour certains, ça a été vraiment de la survie difficile et pendant longtemps. Dans des endroits, ils ne savaient plus comment être ravitaillés, ils ne pouvaient pas se déplacer, ils ne pouvaient pas, évidemment, forcément avoir un pompier devant chaque porte, hein, avec les moyens, tous les moyens qu'il fallait. Donc un désemparement, voilà, il fallait beaucoup rassurer. Hein, donc c'est vrai que cette phase était un peu pénible parce que les gens quand ils voient arriver quelqu'un, surtout des pompiers, ils croient qu'on va les sauver, qu'on va les sortir de tout ça, mais rien, parce qu'aujourd'hui, sur le moment, on ne pouvait rien faire. Quand j'ai pu sortir avec mon épouse et ma fille, on se dit, bon ben voilà, chez nous c'est bon, et qu'on a vu le désastre autour, je peux vous dire que j'ai pleuré. Voilà, c'est comme ça, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que j'ai vu cette île massacrée, enfin tout au moins mon quartier où j'habite, et je me suis dit à ce moment-là, bon Dieu, ça va être dur. Ça va être dur, mais il faut faire quelque chose. On a contacté immédiatement les entreprises qui avaient été prévenues à l'avance de la mise en route du processus. On est parti avec les camions et on a commencé à déblayer, on a été chercher les pelleteuses. C'est ce que les autres ils ont fait pareil, hein. La question ne se pose pas. Chacun se donne la main et nettoie son quartier, sa proximité et commence à remettre le territoire en route parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'aller de l'avant. Il faut aller de l'avant et on n'a pas de temps à perdre, surtout qu'on est un territoire qui vit du tourisme. Donc une fois le traumatisme passé, il faut aller de l'avant. Il était 8 h du soir, le soir du passage d'Irma. On est allé à Saint-Jean, on a retrouvé les élus, on leur a dit voilà, ben nous on a remonté un pylône de fortune, on est prêt, mais il nous faut un groupe. Et on l'a eu le lendemain, en début d'après-midi à peu près. Donc à ce moment-là, on a pu démarrer le groupe et installer notre studio forain au niveau du PC de crise, parce qu'on a conscience que l'information qui va être transmise à la population, elle va partir de là. Et c'est une lourde responsabilité, c'est un poids qu'on sent sur les épaules. On se dit après, on n'est pas là pour faire de la concurrence, on n'est pas là pour... on est là juste pour informer. Il y a les réseaux sociaux, puisqu'il y a beaucoup de bornes Wi-Fi sur l'île. Et grâce à ces réseaux sociaux, vous pouvez également récupérer les infos. C'est le seul point, entre guillemets, où il y a du réseau, du Wi-Fi, voilà. Vous avez réussi à les joindre? Oui, enfin. J'ai pu leur donner des nouvelles. Ils sont rassurés, je suppose? Et oui, ça va mieux. Et moi aussi, je vais mieux en les rassurant également. L'idée de mettre une borne Wi-Fi à la caserne, c'est peut-être une bonne idée pour relancer les communications, etc. Mais c'est une très mauvaise idée pour les missions qu'on a eu à gérer sur un endroit qui était impacté. Parce que tout de suite, on a vu arriver une population qui nous a perturbés. Hein. Au bout d'un moment, ça rentrait partout, etc. Ils voulaient tous charger leur portable avec les quelques prises qui restaient. Les femmes enceintes, ce matin, c'est le premier vol, les femmes enceintes et les quelques blessés légers qu'on a. Et ensuite, j'ai un autre vol, on va essayer de faire partir tous les dépressifs, puisqu'il y en a. Et j'estime à 7 vols pour la journée. Ça a été très dur. Ouais, surtout quand le premier est passé la nuit, ça a été très dur. Je m'excuse. On avait peur pour la petite, on avait peur pour nos enfants. Puis on a notre gamine qui restait chez nous, quoi. Ouais, alors elle était vraiment très très angoissée. Elle n'avait pas de nouvelles, on n'avait pas de portable, on n'avait plus rien. Mais bon, ça va aller. Il fait beau, ça va aller. Juste m'expliquer pourquoi ces personnes passent. Parce qu'ils ont des bébés, madame. Voilà. Je vois pas de bébé là. Non, je vois pas de bébé là. Faites-moi ça. Non, mais pas ça. Elle parle de là-bas. Restez calme. Vous êtes bien contents. Laissez-moi faire partir les dépressifs, les malades, les femmes, les enfants. Je vais même encore une fois vous demander d'éviter de fumer parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Merci.
Je voyais l'inquiétude des gens, y compris des gens qui n'étaient pas de Saint-Barthélemy, des touristes qui étaient là au moment du phénomène, et la panique qu'il y avait sur la volonté de partir, sur la peur de ne pas avoir d'eau, la peur de ne pas avoir de nourriture. On va distribuer des sacs à bas, c'est un sac à bas chacun et un pack d'eau chacun. Ok? Ne rentrez pas en famille si vous pouvez éviter. C'est une personne qui fait les courses pour une famille. Là, le magasin, il est plein. Mes dépôts sont encore pleins. J'ai 4,40 pieds sur les quais. J'ai 4,40 pieds qui sont en route, qui sont encore en Guadeloupe, qui sont en route. On a nos appros qui arrivent toutes les semaines. Il n'y a aucun souci, il n'y aura pas de pénurie. J'ai pas de produits frais. C'est normal, tout a pété, mais ça va revenir vite aussi. Au grand maximum, dans 15 jours, vous pourrez récupérer des produits frais. Mais voilà, pas de stress. Il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. OK? L'initiative vient d'un entrepôt qui n'a pas de groupe électrogène et tout le stock était en train de pourrir. Du coup, c'est soit on donne, soit on jette. Et du coup, on donne. On n'a que du bon. On a que du bon dans le camion, que du frais. Ouais. Ça sort du congélateur, c'est tout frais. Dis-moi ce que tu as fait. On a des calamars, des gambas, des langoustines, du pain burger, on a de tout. Et c'est que le début. Des poulets, tout ce qu'il faut. Un vrai petit marché. C'est super la solidarité, parce que sinon on fait la queue et on n'a pas toujours le temps avec tout ce qu'on a à faire. Merci. On a fait 5 camions comme ça hier, ça part en 20 minutes comme tu peux le constater. Les crevettes, hein? À Saint-Barth, on a toujours été comme ça. Tout le monde met dans la main et à nous aller. J'étais presque plus heureux à bord de mon bateau qu'à terre parce qu'ils n'avaient pas de courant, il n'y avait pas d'eau et puis c'était la galère pour manger. J'ai fait un petit peu le plein comme d'habitude, comme les gens qui font le transat pour les 15 jours ou un peu plus. S'il y a eu des vols localement dans des maisons qui avaient été un petit peu dévastées par le cyclone, ce sont des gens de l'île, des gens qui habitaient sur l'île, qui se sont servis, je dirais. Mais il n'y a pas eu de phénomène important venant de Saint-Martin, on n'en a pas observé. Non, on n'a pas observé de phénomène grave. Il y a eu quelques précautions qui ont été prises. C'est une honte. Faut pas s'énerver. Mais non, faut pas s'énerver, mais quand même, qu'on vienne avec le bidon ou avec la voiture, on est en panne là-bas, on va le tirer pendant 1 heure. Faire la queue quand tout le monde. Mais on fait la queue. On fait la queue depuis ce matin 7 heures. Faut arrêter les conneries là, au bout d'un moment, il n'y a même pas un militaire sur l'île. Personne. On est le 11 septembre, il n'y a pas un seul militaire sur l'île. Il n'y a pas à boire, il n'y a pas à manger. On est à Saint-Barth. À Saint-Martin, ils ont déjà des militaires. Nous, on n'a rien. On est à 10 minutes de l'aéroport, à 1 heure de l'aéroport de Saint-Martin. On a tout, on a à manger quand même. Arrête de dire des conneries. Il y avait une panique invraisemblable. Nous, on avait des priorités. Il y avait des décisions qu'il fallait prendre tout de suite. L'idée, choisir un terrain pour mettre les déchets végétaux, choisir un autre terrain pour mettre les débris métalliques, prendre la décision de brûler pour pouvoir régler rapidement l'afflux, diminuer l'afflux de végétaux qui arrivaient. Le port de commerce et les infrastructures sont opérationnels à 90%. Reste la partie administrative qu'on est en train de mettre en place. L'objectif premier, c'est de permettre à la population de sortir la tête de l'eau et puis d'avoir au moins les premiers denrées qui sont arrivés, savoir de l'eau et des produits secs et quelques produits de construction, des grues, du matériel de BTP pour les entreprises. Vous savez, c'est une petite île. Hein. On peut la comparer à un navire. Si le navire coule, on coule avec. Hein. Il vaut mieux s'entraider que faire couler le paquebot. Hein. C'est notre gagne-pain en même temps. Hein. C'est pas la peine de faire les grandes écoles pour le comprendre. Hein. C'est notre vie. Une partie de mes compatriotes, comme moi-même, ça fait 30 et quelques années que je suis là. Donc voilà, j'ai fait partie. Je sais pas, vous ne posez pas la question. Il faut nettoyer, on nettoie. Après, on en parle après, quoi. Moi, j'ai toujours voulu voir ce que c'est un cyclone. Mon père me disait, Jean-Claude, le jour que tu verras un, on ne voudra pas voir un deuxième. Ah, je ne recommence plus, hein, c'est fini. Depuis cette fameuse dame d'Irma, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Dès qu'il y a un peu de vent, on a un peu peur.
Parce que moi, les bruits, je parle de chez moi, hein, les bruits que j'entendais pas, dès qu'il y a un peu de vent, parce que le toit, ça a bougé. Dès qu'il y a un peu de vent, il y a un bruit que j'entendais pas à rien au moins. C'est vrai, il n'y a pas encore eu les réparations de fait. Mais à entendre ces bruits-là, ça me fait penser. Un petit Irma qui peut-être va arriver, une petite Irma qui va arriver, un bébé d'Irma, quoi. Quand il y a un coup de vent sur une tôle qui n'est pas bien fixée dans le lycée, les élèves sursautent. Et au collège à côté, pareil, tout le monde me fait remarquer la même chose. Et je dirais que même mon chien, dès qu'il y a un coup de vent, c'est pas une blague, il court se cacher dans la maison. Donc il y a vraiment un stress, je pense, qui a été généré pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je vais bien, je dirais que je vais mieux. J'ai eu un syndrome post-traumatique après Irma, comme beaucoup d'entre nous. J'ai perdu le sommeil. Ça revient petit à petit. J'arrive à dormir à peu près 5 heures par nuit maintenant. Donc je suis toujours très fatiguée. Mais je suis contente parce que déjà j'ai pu retrouver les chemins de l'école, je suis enseignante. Donc j'ai pu retrouver mon activité professionnelle, retrouver mes élèves qui sont pratiquement tous revenus sur Saint-Martin. Et aujourd'hui j'ai quand même la peur des cyclones que je n'avais pas avant. Nous avons jamais aussi peu dormi de notre vie, je pense, sur une séquence aussi longue. Mais je pense que je me suis jamais senti autant utile dans ma carrière. C'est-à-dire que une telle crise, chez soi, en France, légitime complètement le service public, le service. Moi, je pense qu'on est en train de vivre Irma maintenant. C'est maintenant que je vois Irma. C'est maintenant, et c'est maintenant que moi, je ressens Irma. Avant, c'était cool, je bougeais, je faisais tout. Mais là, maintenant, je me demande, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai discuté avec ma belle-sœur. C'est elle qui... Je dis, mais comment on va faire? Il y a quelque chose qui s'annonce. Moi, je reste, mais pour sûr, je mets ma femme et ma fille à l'abri. Je ne veux pas qu'elles revivent quelque chose comme ça. Ça, c'est sûr. Je sais que je ne déménagerai pas d'ici. Mon immeuble, il est moche, il n'y a pas de porte d'entrée, les boîtes aux lettres sont défoncées. Mais je suis en famille. Je suis en famille. Et ça, c'est important. Mais les gens ont besoin d'un toit maintenant. Ils ont besoin d'un toit, ils ont besoin de lit. Il y a des gens qui dorment par terre. Il y a des gens qui n'ont pas de maison, qui dorment dans des tentes. Et on est quelques mois de cyclone. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on me demande, et moi, je n'ai pas la réponse, mais j'écoute. Même moi où je suis, ce n'est pas assuré. L'an dernier, je n'avais pas peur. Mais là, moi, j'ai peur. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. On a des bouts de contreplaqués à la fenêtre, mais s'il y a un vent de 50-60 km/h, il n'y a rien. Il ne restera rien. Aujourd'hui, on se bat, avec les assurances déjà, pour pouvoir avoir les fonds pour reconstruire. Et quand on a les fonds maintenant, il faut se battre davantage avec les corps de métier qui sont débordés. Ça se comprend. Lorsque je suis allée voir le couvreur pour lui dire, voilà, c'est bon, ça y est, est-ce qu'on peut commencer le toit? Il me dit, non, Madame Javois, je suis désolée, votre toit, c'est pas avant mi-novembre. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule dans le cas. Donc, comment voulez-vous que l'on appréhende la saison cyclonique? Oui, on l'appréhende puisque on sait qu'on ne va pas être en sécurité. Ne jamais oublier dans tout ce qu'on peut faire et concevoir pour l'avenir, en tant qu'aménagement, en tant qu'équipement, en tant que façon de vivre, en tant que tourisme, etc., jamais oublier qu'on est sur un navire en pleine mer et qu'à tout moment, il peut y avoir la tempête. Et je me suis penchée aussi sur ce que ça veut dire Irma. J'ai trouvé, je crois, recherche dans un truc germanique, ça disait que Irma, ça signifiait énorme. Mais c'était énorme, vraiment.
Merci.